Bien, salut à tous, salut les académiciens surtout en particulier, salut à tous ceux qui sont là aujourd'hui dans nos sessions un petit peu de samedi. Comme je l'ai dit, ces sessions de samedi, je vais faire en sorte que vraiment ce soit des sessions, comme je dis en langue, comme je l'ai dit, des sessions portes ouvertes. Donc, on va essayer, on a décidé depuis quelques temps de faire en sorte que vraiment les Zooms ne puissent pas durer plus de 2 heures. On avait l'habitude d'avoir des Zooms, des séances de 4 heures. Je sais que ça épuise certains, bien que les informations qu'on essaie de transmettre sont un petit peu denses et c'est souvent assez difficile de transmettre des informations en un laps de temps et je comprends vraiment le comment du pourquoi. Donc, on va essayer vraiment de parler succinctement et surtout donner la possibilité éventuellement que vous puissiez répondre aux questions. Donc, le plan, c'est quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on va essayer d'abord de parler un petit peu des stablecoins. Vous voyez bien très bien la situation qui se passe au niveau des stablecoins. Il y a ceux qui ne connaissent pas, qui disent n'importe quoi, on le voit très bien, qui ne connaissent pas entièrement le milieu des crypto-monnaies et qui se disent que simplement ce qui est en train d'arriver aujourd'hui est en train d'arriver aux crypto-monnaies. Non, 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 pas du tout. Cela arrive vraiment à l'ensemble du marché financier. Donc, lorsqu'on dit que je vois des gens qui disent, ouais, je n'aime pas les crypto-monnaies à cause de ça, voilà ce qui se passe, c'est des gens qui ne s'y connaissent pas. Donc, ça veut dire que c'est des gens qui ne s'intéressent pas vraiment à la finance classique aujourd'hui, bien qu'on sait qu'aujourd'hui, tous les marchés sont corrélés, c'est-à-dire ils sont corrélés. Lorsque le secteur actif ou bien Forex ou bien matières premières chute, bon, on sait que les matières premières sont plutôt des valeurs refuges. Bah, si les autres secteurs en termes d'actifs risqués chutent, ben, ça engrange tous les autres secteurs. Donc, pour commencer déjà, il va falloir que vous êtes aujourd'hui appelés à être pas forcément des traders, mais des investisseurs. Lorsqu'on est investisseur, on doit savoir comment chaque marché est corrélé et négliger les crypto-monnaies au sein de ces marchés. Honnêtement, je vous assure, je peux le dire à 1000%, vous faites une connerie, mais monumentale. Vraiment, vraiment, vraiment monumentale. Parce que demain, les crypto-monnaies et la blockchain deviendra la pierre angulaire de tout cet écosystème financier. Ceux qui le comprennent, tant mieux. Ceux qui ne comprennent pas, ils vont en payer le prix. Et ça, je vous assure, la preuve, c'est que les banques centrales ont compris le jeu des crypto-monnaies. Voilà pourquoi ils sont en train de créer les CBDC. Donc, il faut réfléchir pourquoi ces banques centrales créent les CBDC. Pourquoi ces banques centrales sont en train de faire en sorte qu'aujourd'hui, l'une des crypto-monnaies la plus décentralisée au monde, le Bitcoin, ils essaient de faire en sorte qu'ils puissent l'anéantir pour que leur CDBC puisse voir le jour. On l'a vu avec le CDBC chinois. OK? Donc, il y a plein de choses à dire, mais malheureusement pas tout dire en un samedi, mais j'espère que ça vous permettra, on va essayer de vous donner des pistes de réflexion pour que vous compreniez qu'il y a quelque chose qui est en train de se changer, une polarité qui est en train de se mettre en place. Et demain, si vous voulez vous en sortir, mettre de l'argent de côté pour vos enfants, avoir une retraite plaisible, pour ceux qui sont en France, ici, on voit ce qui se passe depuis maintenant pratiquement, pour ne pas dire le dernier mandat de Macron. Aujourd'hui, on a des grèves sur grèves sur grèves. Pourquoi? Parce qu'on veut augmenter l'âge de retraite, comment dirais-je, l'âge de travail, c'est-à-dire on demande aux gens maintenant de travailler 65 ans. On sait que les gens n'aiment pas travailler 65 ans, mais les gens veulent travailler moins pour gagner plus. Mais on vit dans un monde aujourd'hui où tout le monde vit à crédit, chaque État vit à crédit, mais les gens ne s'intéressent pas à ce qui se passe éventuellement dans les places boursières. Ils ne veulent pas comprendre et ils grèvent matin, midi, soir. Et c'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Je débat beaucoup avec des gens. On m'appelle souvent, on nous invite souvent au sein de certaines mairies pour essayer d'expliquer est-ce qu'il n'y a pas moyen éventuellement de créer un système de retraite qui repose sur le système capitaliste. Oui, mais bon, beaucoup de gens n'aiment pas l'entendre. Donc, voyez ce qui se passe dans le monde. Ce n'est pas qu'en France, c'est sûrement partout. On voit que les hôpitaux sont surchargés. Ben bon, c'est juste pour que vous compreniez qu'il faudrait que vous allez chercher l'argent là où l'argent se trouve. C'est ça que vous devez arriver à comprendre. Allez chercher. Et là, je m'adresse à ceux qui veulent être un jour, demain, atteindre la liberté financière. Je ne m'adresse pas à ceux qui se disent que l'argent n'est pas utile, l'argent n'est pas important. Je n'aime pas ce discours. L'argent est utile, l'argent est important. Moi, je kiffe et j'adore l'argent et je suis libre à le dire et je l'assume, mais un peu, mais pas possible. Parce que j'aime mon cadre de vie, j'aime ma manière de vivre, ne pas dépendre de quelqu'un. J'adore cette manière de vivre et j'ai intérêt à aller chercher l'argent là où ça se trouve. Donc, l'argent ne se trouve pas en travaillant pour quelqu'un. Non, pas possible. L'argent se trouve depuis des siècles et des siècles et des siècles dans les centres financiers aujourd'hui qu'on le voit. Que ce soit le marché des forex, le marché des matières premières et aujourd'hui le marché cryptographique,
qui engrange en termes de capitalisation mais énorme. Mais faites la différence entre le marché cryptographique qui n'est même pas encore régulé, centralisé, où les gens ne savent même pas comment ils peuvent éventuellement gérer ce marché, mais c'est un marché qui est en train de croître. Ça, c'est de 1. Et de 2, c'est un marché qu'on n'arrive pas à saisir. Toutes les grandes puissances ont essayé d'abolir ce système, mais ils n'y arrivent pas. Et du coup, ils sont obligés d'essayer de se rattraper en créant ces fameux CDBC. Bon, ça n'arrive pas. Et j'espère que vous avez un petit peu suivi ce qui s'est passé au niveau de la SEC. La SEC, c'est quoi? Je vais juste faire une parenthèse. Donc, la SEC, c'est le gendarme américain, le régulateur qui décide de savoir si tel projet ou tel actif est, comment dirais-je, peut être intéressant pour qu'il le valide. Vous voyez ce qui se passe entre la SEC et Ripple. Ils sont en train de perdre ce procès. Ce procès dure plus de 2-3 ans maintenant aujourd'hui. Ils sont en train de le perdre. Dans un mois, vous allez voir que la SEC a perdu. Et si la SEC perd contre Ripple, hein, qui est le XRP, ça va faire jurisprudence. Et là, c'est fini. Les crypto-monnaies vont s'envoler. Ça, c'est de 1. De 2, la SEC a décidé, on sait bien qu'il y avait une bataille de savoir si les crypto-monnaies sont des classes d'actifs, on dit mobilier ou immobilier, ça compte beaucoup. C'est très, très, très important parce que quand vous êtes des classes d'actifs mobiliers, vous payez une certaine taxe et quand vous êtes des classes d'actifs immobiliers, ben, les taxes sont moindres. Et la SEC, depuis que les crypto-monnaies existent, ils ont décidé, ça c'est vraiment, c'est pas encore officiel, ils ont décidé qu'aujourd'hui, le Bitcoin, c'est la seule crypto-monnaie qui ne fasse pas partie des classes mobiliers. Donc, ça veut dire qu'il ne peut pas être taxé comme tous les autres actifs, que ce soit le Forex ou éventuellement les actions. Ça, c'est intéressant. Et ça, c'est le gendarme de la SEC qui l'a dit. D'accord? Il a dit récemment, j'espère que vous l'avez suivi, et ça, c'est un élément très, très, très important, dans le sens où aujourd'hui, en le disant, il fait du Bitcoin une valeur refuge comme l'or. Mais beaucoup de gens n'arrivent pas encore à comprendre. Il fait du Bitcoin une valeur refuge comme l'or. Donc, ça, c'est très important. Maintenant, il dit les autres crypto-monnaies, on va essayer de voir par rapport à chaque étape, est-ce qu'ils font partie éventuellement du secteur mobilier ou immobilier. Une fois de plus, juste une parenthèse, ces Zooms ne sont pas là pour rentrer en détail. Prenez note de chaque mot que nous disons. Allez-y sur Google. Aujourd'hui, on a un outil informatique qui est intéressant. Vous pouvez faire ce qu'on appelle du genre. Faites vos propres recherches. Prenez, notez. Et au prochain Zoom, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, éventuellement, posez des questions. On ne connaît pas tout, mais on sait au moins une bonne partie et on pourrait éventuellement essayer de vous aiguiller. Donc, le procès qu'il y a entre la SEC et Ripple, c'est un procès très, très important. Parce que si la SEC perd, alors là, c'est fini pour la finance classique telle que nous la connaissons. Et c'est plutôt très, très, très mal barré pour la SEC. OK? Donc, sans plus tarder, c'était juste une parenthèse. Je vais essayer de faire très rapidement parce qu'après, je vais parler de la partie stablecoin de ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Après, laisser éventuellement essayer de nous présenter un petit peu les prises de position sur futur parce que beaucoup n'arrivent pas à comprendre comment on peut essayer de prendre ce futur. Je vais essayer d'accélérer parce que après, malheureusement, Seydou ne sera plus avec nous. Donc, vous avez sûrement dû voir ce qui se passe au sein des stablecoins. Il y a aujourd'hui des stablecoins qui sont en train de perdre leur ancrage de one by one, c'est-à-dire d'un ratio de 1 sur 1 vis-à-vis de l'USDT. Je n'ai pas envie de comprendre. J'espère que tout le monde comprend comment les stablecoins sont constitués. Hein, les stablecoins adossés au dollar, j'espère. Parce que si vous ne comprenez pas, allez-y, commencez déjà à faire vos recherches parce qu'on n'a pas vraiment le temps de l'aborder. Donc, comprenez déjà comment les stablecoins adossés au dollar fonctionnent. Et aujourd'hui, il y a des gens qui se réjouissent qu'aujourd'hui, on voit des stablecoins perdre leur ancrage et se disent que non, ce marché est bidon. Mais les gens oublient une chose. Mais pourquoi ces stablecoins perdent leur ancrage vis-à-vis du dollar? C'est la simple raison c'est qu'il y a des banques qui sont en train de tomber. Pourquoi? Parce que si vous voyez un stablecoin comme l'USDT ou l'USDC, c'est-à-dire s'ils minent, c'est-à-dire s'ils créent $1000 de stablecoin, au sein d'une banque, il doit avoir l'équivalent, c'est-à-dire il doit avoir $1000 au sein d'une banque. Mais si vous avez des banques qui chutent, qui perdent, qui font faillite et que ces stablecoins ont gardé une partie de leur ancrage, c'est-à-dire qui va justifier cet ancrage dans ces banques qui font faillite, pourquoi reprocher à ces stablecoins de ne pas faire leur jeu? Au contraire, il faut reprocher à ces banques de faire faillite. Et aujourd'hui, on a des banques qui font faillite. Et encore récemment, il y a une très grosse banque au sein de la Silicon Valley.
J'espère que tout le monde sait ce que c'est que la Silicon Valley. La Silicon Valley, c'est là où il y a les startups, là où il y a tous ces Google, ces Facebook qui sont au sein. Et aujourd'hui, il y a une banque qui a fait faillite, une très grosse banque de la Silicon Valley, excusez-moi, qui a fait faillite. Donc, ça me rappelle un petit peu les Man Brothers. Donc, les Man Brothers, quand ça a fait faillite, ça a fait ricocher et du coup, on a connu une crise de 2008-2009 où on se retrouve aujourd'hui, jusqu'à maintenant, on n'est pas sorti. Donc, moi, quand je vois des gens dire « je n'aime pas les crypto-monnaies, voilà ce que je déteste » et on voit que des stablecoins qui sont censés être stables décrochés, c'est que je leur dis « mais c'est que vous n'avez pas compris comment ce milieu fonctionne. » C'est que vous n'avez pas compris comment ce milieu fonctionne et c'est tant mieux parce que ça veut dire quelque chose qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir des stablecoins qui soient stables adossés à un système de dollars où on dit aux gens, aux sociétés comme aux sociétés qui gèrent les USDT ou les USDT ou éventuellement les DAI, si vous voulez mettre 1 million de stablecoins DAI ou USDC ou USDT au marché, dans le marché, ayez l'équivalence dans une banque. Ils nous disent, OK, d'accord, bingo, on joue le jeu. Mais demain, si cette banque fait faillite, mais où sont mes 1 million? Où sont mes 1 million qui vont garantir éventuellement à mes clients qui achètent ces stablecoins sur le marché cryptographie pour dire que voilà, ce stablecoin est stable. Donc, les gens n'arrivent pas à comprendre que ce n'est pas forcément stable. C'est un mécanisme qui est lent, qui est fastidieux. Il faut arriver à comprendre. Et c'est là où il y a un gros, gros problème. Mais tant mieux, parce que quand il y a un problème, ça veut dire qu'il faut résoudre ce problème. Et tant qu'on va résoudre ce problème, et tant mieux. Moi, j'adore comment c'est en train d'exploser. Je kiffe, j'adore. Parce que ça veut dire que le mécanisme, en tant qu'adossé, uniquement qu'on fasse en sorte que tout le système cryptographique se repose sur un stablecoin, ou non, se repose sur une devise qui est le dollar, mais c'est du bullshit. Ça veut dire que vous avez compris qu'aujourd'hui, le dollar, c'est mort. Le dollar est en train de mourir. Donc, vous ne pouvez pas mettre tous vos œufs sur le dollar, c'est impossible. Il faut aller voir ailleurs. Il faut vraiment aller voir ailleurs. Donc, c'est tant mieux. Moi, j'adore parce que ça va pousser éventuellement à l'écosystème cryptographique de trouver d'autres solutions. CZ, on avait déjà parlé. Lorsqu'ils ont attaqué le stablecoin BUSD de CZ, il avait déjà donné des pistes de réflexion. C'est tant mieux. Donc, ça veut dire que derrière, ils se bousculent, ils travaillent pour trouver des solutions. Les crypto-monnaies, ce n'est pas encore ça. Mais je suis sûr à 1000% que les crypto-monnaies, c'est l'avenir de demain. C'est la manière dont les gens vont essayer de réfléchir parce qu'il y a trop d'éléments et je n'ai vraiment pas le temps de pouvoir l'exposer, de vous le présenter. Mais avec ce que je suis en train de recueillir en longueur de temps, ce qui va arriver dans les prochaines décennies, rien que dans une décennie, déjà ce que les crypto-monnaies font dans la décennie qui va se passer, c'est incroyable. Donc, quand on parle de décennie, ça veut dire 10 ans. Hein. En termes de changement, donnez-vous toujours le temps. Et pour nous qui vivons cet instant, c'est incroyable. Et ceux qui vont comprendre à lire vont en profiter. Et ça c'est même pas à débattre. OK? Donc, ça, c'était de 1, à comprendre comment ça fonctionne. De 2, aujourd'hui, la Fed, je suis sûr que beaucoup d'entre vous qui êtes aujourd'hui dans les milieux de la finance, vous comprenez un petit peu le rapport entre taux d'intérêt, d'accord, et économie réelle. Le monde se retrouve dans une situation où, en 2008-2009, je fais une parenthèse, en 2008-2009, on a connu une crise qui était énorme. On sait tous que cette crise est venue des subprimes. Les États-Unis, c'est toujours les États-Unis qui fait le beau temps. Quand les États-Unis, on dit en règle générale, quand les Américains ont la grippe, c'est les autres pays qui toussent. C'est normal parce qu'ils ont monopolisé le marché. Et aujourd'hui, c'est tant mieux parce que les cartes sont en train d'être distribuées, c'est-à-dire la manière dont l'ordre mondial était établi depuis des siècles ou bien des années, on n'était même pas encore né, est en train de se remettre en place. Et c'est normal, mais les gars, ça ne va pas se faire sans bain de sang. C'est impossible. Regardez l'histoire. À chaque révolution, à chaque changement de polarité ou à chaque changement de situation, il y a eu toujours des gens, malheureusement, qui ont été laissés à l'écart et d'autres qui en ont profité. Mais sachez une chose, c'est que le monde ne va pas arrêter de tourner. Maintenant, c'est de vous dire où vous vous positionnez, quel véhicule vous allez choisir. Mais il faudrait comprendre comment le monde est en train de changer parce que le monde est en train de changer. Aujourd'hui, pour notre génération, nous sommes en train de vivre quelque chose d'extraordinaire. Moi, à chaque fois que j'ouvre, à chaque fois que je regarde mes données, je me dis, mais wow, mais c'est une chance que j'ai. Et j'en parle à mes enfants, j'essaie d'attirer leur attention. C'est une chance que j'ai. Maintenant, pour revenir au niveau de la Fed, on voit depuis un certain temps que la Fed ne cesse d'augmenter les taux d'intérêt. Bon, pour ceux qui sont sur le Forex, vous voyez bien quand on parle
du NFP. Bon, NFP, c'est un petit peu les emplois. Quand on parle éventuellement des taux, Jérôme Powell, aujourd'hui, se retrouve dans une situation qui est compliquée. Il n'a que deux possibilités. D'accord? Soit continuer à augmenter les taux d'intérêt, qui va faire en sorte qu'on augmente les taux d'intérêt pour essayer d'atténuer cette inflation. Excusez-moi des mots, mais prenez les mots et puis allez comprendre. Ne faites pas du trading ou de l'investissement sans comprendre ces données. D'accord? Et j'espère que vous comprenez. Et s'il y a des questions, éventuellement, si on a le temps, je pourrais éventuellement essayer d'y revenir. Donc, Jérôme Powell se retrouve dans une situation, il se confronte dans une situation qui est très terrible. C'est de se dire, on avait vu, je ne sais pas si tout le monde a vu son meeting de la dernière fois, on savait que les taux d'intérêt devaient un petit peu, pas augmenter au fur et à mesure, mais son dernier interview, il a dit que non, le prochain taux qu'on va avoir logiquement à la fin du mois, il va augmenter de 5 points de base. Chose que sur le plan de base, ce n'était pas inclus. Mais eux, ils ont leur but, ils ont c'est-à-dire le premier rôle d'une banque centrale, c'est de lutter contre l'inflation. Okay? Et je ne sais pas par quelle magie, hein, honnêtement, je ne sais pas par quelle magie, toutes les banques centrales, bien, tous les États ont convenu à ce que les taux d'intérêt soient au niveau de 2%. Bon, ça sort d'où? Je ne sais pas. Donc, il faut qu'ils fassent en sorte que les taux d'intérêt, non pas les taux d'intérêt, l'inflation soit à peu près à 2%. Donc, si l'inflation se trouve à 8, 10, 15, il faut réduire cette inflation et ramener cette inflation à 2%. Mais si on ne lutte pas contre l'inflation, regardez juste les pays comme le Nigeria, regardez juste les pays comme l'Argentine, regardez juste les pays comme l'Uruguay, faites vos recherches. Un pays qui a une inflation au-delà des 10%, c'est de la merde et c'est la souffrance et ce sont les peuples qui souffrent. Donc, ils sont au courant. Ils ont établi ça, je ne sais pas par quel rapport, et je ne trouve. Bon, après, avec le temps, c'est de se dire, est-ce que aujourd'hui, avec ce que nous sommes en train de vivre, avec ce qu'ils ont créé depuis un certain temps, est-ce que le fait d'avoir éventuellement une inflation à 2%, c'est sain? Honnêtement, je ne suis pas économiste, mais j'analyse, je me dis que non. Et ne vous étonnez pas, que dans quelques années, la règle va changer. Ils vont nous faire sortir par magie pour dire, OK, dorénavant, on ne va pas lutter avec une inflation à 2%, on va peut-être maintenant lutter contre une inflation à 10%. Dire en sorte que, OK, maintenant, notre but, ce n'est plus de maintenir une inflation à 2%, parce qu'on ne peut plus, les règles ont changé. On augmente ce truc et on se dit, OK, dorénavant, l'inflation ne doit pas être, je donne juste un exemple, l'inflation ne doit pas être en dessous de 10%. Parce que s'ils n'arrivent pas maintenant, avec cette classe d'actifs, faire en sorte que l'inflation descend à 2%, ça veut dire qu'ils ont perdu la bataille et ils vont nous faire sortir un chapeau mécanisme pour dire oui, avec l'évolution démographique, blablabla, bla, 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 dorénavant, on va lutter contre une inflation de 10%. Et après, dans 10, 20, 30 ans, ça serait plus 10%, ça serait 20%. Donc, on se chemine vers ce sens. Parce que s'ils continuent à faire ce qu'ils sont en train de faire, à lutter contre cette inflation, à réduire éventuellement les planches à billets, on se rend compte que les banques n'ont plus de liquidité. Les banques deviennent à sec. La masse monétaire est en train de se réduire. Et voilà ce qui se passe aujourd'hui. Les banques sont en train de tomber comme des châteaux de cartes. Donc, soit ils font ça, et là, ils créent la pire récession du monde. Soit ils continuent à augmenter leur taux d'intérêt, ils vont créer ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, effet, cause, effet, et ils créent une récession qu'on n'a jamais vue, que de notre vivant. Hein, ça va nous rappeler vers la crise de 1929. C'est important de lire et d'apprendre, c'est très important. Ou soit, deuxième possibilité, c'est qu'ils se disent, OK, là, c'est mort, c'est fini, on ne peut plus lutter contre cette inflation, et on décide de relancer la planche à billets. Donc, ça veut dire de faire éventuellement le quantitative easing. Donc, ça veut dire qu'ils vont faire ramasser encore plus de dollars pour donner à ces banques qui sont en train de tomber. D'accord? Donc, qui sont effectivement… Bon, on va essayer je vais essayer de terminer après, avant qu'on passe par Cédou. Chacun pourrait éventuellement essayer de donner ses points de vue. Donc, ils ont cette possibilité de se dire, OK, donc là, c'est bon, c'est mort, la bataille des 2%, on l'oublie vraiment, on est où? Aujourd'hui, l'inflation aux États-Unis, bon, dans d'autres pays, ça caracole, ça atteint des niveaux mais extraordinaires. Mais on retient celui des États-Unis, ils sont entre 7 et 8%. Donc, ils sont en dessous de 10%. Et est-ce qu'ils ne vont pas se dire, bon, OK, la bataille des 2%, c'est mort, parce qu'aujourd'hui, on voit comment le monde est en train de très mal se porter. Bon, on oublie 2%, on crée de nouvelles règles,
Ils oublient Bretton Woods, ils se disent, OK, maintenant, dorénavant, on va se battre sur des inflations en dessous de 10%. Vu qu'eux, ils sont déjà en dessous de 10%, ils vont obliger les autres pays à être en dessous de 10%. Ça serait peut-être la solution. Et là, ils relancent la machine à billets, les dollars commencent à recirculer parce qu'il se trouve qu'aujourd'hui, les gens sont en train de se dédollariser. C'est encore une réalité. Mais Jérôme Powell se retrouve dans une situation. Le dernier meeting où je l'ai vu, mais le mec était pâle. Il était vraiment, vraiment, vraiment pâle. Et on voit maintenant pourquoi Biden est en train d'augmenter les taxes, mais ce qui n'était jamais arrivé aux États-Unis. Les mecs paniquent. Les gens sont en train de paniquer. On voit le VIX qui explose parce que les gens sont dans l'incertitude. Depuis que je fais du trading, je n'ai jamais vu le VIX exploser autant. Les gens ne savent même pas quoi faire. Déjà, si les dirigeants ne savent pas quoi faire, imagine les autres. Mais néanmoins, il y a quelque chose d'intéressant. Il y a deux pistes qui vont se mettre en place. On voit très bien l'or se stabiliser. Pour ceux qui me suivent un petit peu, on voit très bien l'or se stabiliser, qui devient éventuellement une valeur refuge. Le dollar n'est plus une valeur refuge. Et les gens commencent à se poser la question, mais est-ce que le Bitcoin ne va pas jouer, avec tout ce qui se passe, avec tout le système qu'on va pas jouer le rôle qui lui a été créé? Je dis oui à 1000%. N'oubliez pas ce que je viens de vous dire, où la SEC a certifié que le Bitcoin ne peut pas être réglementé comme les autres crypto-monnaies. Ça veut dire qu'ils sont conscients, ils sont d'accord pour dire que le Bitcoin sort de tous les autres écosystèmes. Donc, dans 4 matins, le Bitcoin deviendra ce que le dollar était vis-à-vis de l'ensemble mondial. On peut le voir aujourd'hui. Donc, on voit même avec les données, malheureusement, je n'ai pas le temps de le présenter, mais on voit très bien que les données, les flux sont en train de se déplacer. La fois dernière, la vidéo passée, je vous ai expliqué comment les choses se mettent en place. Ils manipulent le marché parce qu'ils veulent avoir un Bitcoin le plus bas possible. Et malheureusement pour eux, GTGOX, on en a parlé la semaine dernière, ils ont repoussé les bitcoins qu'ils devaient libérer, je crois, au mois prochain. Donc, ces market makers, connaissant tout cela, ils sont très intelligents. Ils ont intérêt à faire en sorte qu'ils aient le bitcoin le moins cher possible. Le moins cher. C'est-à-dire qu'ils vont se gaver un peu possible parce qu'ils ont compris qu'effectivement, le bitcoin demain deviendra ce que le dollar était il y a encore 3 ou 4 décennies. OK? Donc, ça, c'était juste une parenthèse. J'espère que tout le monde a compris un petit peu, cela. Je vous ai présenté la fois dernière le GBTC contre le Bitcoin. J'espère que vous avez suivi la vidéo. Sans dit non. Vous voyez que les institutionnels ne font que acheter, acheter, acheter. Et ce qui se passe avec l'USDC, ceux qui sont sur l'USDC, ils sont obligés d'acheter le Bitcoin pour essayer de couvrir éventuellement leurs pertes qu'ils sont en train de subir sur l'USDC. C'est normal. Donc, à ce prix, ils vont acheter, ils vont acheter, ils vont acheter. Et le prochain bull run, je vous assure qu'il sera insolent et très sauvage. D'accord? Et vraiment très sauvage. Avant que j'aborde un autre sujet sur les stablecoins que je vais vous présenter qui appartient au Lina, est-ce qu'il y a des questions ou éventuellement des commentaires par rapport à ce qu'on vient de dire? Je crois que Aurélien avait un commentaire, je ne sais pas s'il peut le dire publiquement, comme ça évite aux gens éventuellement de pouvoir lire. Il y a des commentaires, éventuellement, ou bien des choses dans l'information qui peut-être que moi, je n'ai pas suivi et que vous avez vu quelque chose. Et plutôt, je crois que Seydou, tu avais présenté quelque chose qui était intéressant. Est-ce que sur notre partie Discord, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus où on avait vu qu'effectivement, entre le BTC USDT, il y avait un prix différent entre BTC USDT et BTC USDC. Déjà, pourquoi? Sachant que les deux sont des stablecoins. On commence par Aurélien, s'il veut dire quelque chose avant que Seydou aborde éventuellement ce sujet, s'il vous plaît. Ah oui, j'avais pas trop compris justement pourquoi il y avait un tel écart entre USDT, BTC, USDC. Ok, super. Sou, tu peux rebondir rapidement, s'il te plaît. Bon, si je raconte quelque chose, si je raconte des bêtises, il faut me corriger. Non, il faut savoir déjà que, bon, voilà, le fait que le USDC a perdu l'engrenage avec le dollar, ça a créé directement la panique. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens échangeaient et il se trouve que Coinbase, Binance, ils ont automatiquement suspendu tout ce qui est conversion de USDC en USDT. Qu'est-ce qui se passe? Les gens maintenant prenaient leur USDC, achetaient du BTC, ce qui faisait grimper le prix du BTC qui était lié avec l'USDC, mais avec le USDT pas. Donc, les plateformes où on avait, par exemple, sur KuCoin, OKX, et puis, je crois, Gemini, je ne sais plus très bien. Non, Bit, et je ne sais pas, je donne les deux.
on voyait automatiquement qu'au moment où le BTC a été à 19 900 sur les autres plateformes avec la paire USDT, le BTC USDC était monté à 23 000 avant de rechuter. Et jusqu'à aujourd'hui, si on regarde encore, on a toujours une différence. Je crois qu'on est à 21 000 et quelques avec la paire USDC. Et à 20 400, 20 350 avec la paire USDT. Tant qu'il ne va pas reprendre, il ne sera pas de 1 sur 1, on aura l'écart toujours. Et bon, voilà. Je pense que c'est dû un peu à ça. Manu, s'il y a quelque chose à ajouter, tu peux rajouter. C'est ma compréhension à peu près. Non, très propre, très propre, très bonne compréhension, c'est clair, c'est limpide et c'est logique. C'est même pas, on n'a pas besoin de sortir d'Harvard ou de Princeton ou de Yale pour comprendre ce mécanisme. C'est logique. Donc, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose sous? Oui, vas-y. Oui, non, oui, parce qu'il me posait la question concernant sur Discord quand on a parlé de Berne. Ça veut dire tout simplement les gros, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés de prendre leur USDC, échanger contre un autre stablecoin. À l'intérieur de l'écosystème Binance, on a ce que j'ai constaté depuis, je crois que la semaine passée seulement, Binance avait déjà commencé à frapper d'autres stablecoins parce qu'ils cherchaient l'alternative. Et en 5 jours, ils ont brûlé une quantité de 130 millions de USDT et de BUSDT et ils ont frappé du TUSD, le trou dollar. Pour ceux qui sont sur Discord, je vous ai un peu parlé du trou et j'ai dit lisez le projet et qui a soutenu le projet un peu au début, c'est à peu près lui et à peu près aussi Justin Sang. Et si vous voyez aujourd'hui, l'USDT a gagné, mais un des gars aussi un des projets aussi qui a gagné aussi, c'est l'USD, c'est le trou dollar. Le trou dollar a gagné parce que l'avantage que le trou dollar a, le trou dollar, c'est une conversion automatique. Il n'y a pas que je garantis mes sous pour ça. Ça veut dire que au prix où tu donnes, où tu prends. Lisez le projet. Ils ont même encore fait un partenariat avec Shilink pour améliorer ça. Lisez le projet et vous allez comprendre. Et pour être honnête, j'ai l'impression, c'est bon, ça reste mon avis, vu les transactions que Binance fait beaucoup sur cette partie. Et en plus de cela, Justin Sang, ça veut dire, parce que ce même stablecoin est lié au dollar et une partie au yen. Et si Manu, si tu te souviens bien, je t'avais parlé sur Yobi qu'ils ont listé cette pièce. Et ça veut dire que ce projet est sur les deux bases. L'air jeton lié au dollar et un jeton lié au yen. Et n'oubliez pas, en juin, Hong Kong va autoriser. Ils sont tous déposés Binance a déposé pour avoir une licence, Yobi a déposé pour avoir une licence, BitGet a déposé pour avoir une licence. À ma connaissance, les trois. Pour les autres, je n'ai pas l'information, même s'ils ont. Donc, observez, lisez, vous allez comprendre mieux. Bien, parfait. Est-ce que ça répond à ta question, Aurel? Ouais, c'est bon, super. Quelqu'un d'autre peut rebondir éventuellement par rapport à cet aspect ou pas du tout? Ou bien c'est clair pour tout le monde? C'est clair pour tout le monde? Vous êtes sûr? Je vais faire un petit test. Je vais prendre Romain, si c'est clair pour tout le monde. Romain, tu peux me donner juste l'anagramme du stablecoin du Yuan, s'il te plaît. On sait que le dollar, c'est USDT, USDC. Bah, donne-moi juste un exemple de l'anagramme du stablecoin Yuan. C'est-à-dire, si on va sur Yobit, qu'est-ce qu'on va taper pour retrouver le stablecoin Yuan? Je ne sais pas si Romain nous entend. Non, je ne sais pas du tout et je n'étais pas en train de suivre. Désolé. Ok, Aurel, vu que tu as suivi, je suppose que tu connais pas, quelqu'un peut me donner, à part éventuellement Seydou, l'anagramme du stablecoin Yuan. C'est-à-dire, si vous allez acheter sur Yobi, qu'est-ce que vous allez taper? Vous n'allez pas taper Yuan. On sait que Bitcoin, c'est BTC. On sait que Ethereum, c'est ETH. Mais Yuan, ça serait quoi?
Une idée? Alors là, Je n'ai pas entendu Aurel. Ton micro, c'est fermé. je sais pas. Bien. Exactement. Vous voyez que quand on fait ce genre de choses, prenez l'habitude de noter et de poser la question parce que le stablecoin yuan qu'ils sont en train de mettre en place, vu que le yuan est déjà un petit peu à l'avant-garde, faites déjà vos recherches. Ça vous permettra éventuellement d'aller taper sur Google, certainement trouver. Donc, ça vous permettrait éventuellement de comprendre qu'aujourd'hui, la Chine est en avance. En avance, il a compris ça depuis. Et pourquoi la Chine fait en sorte de donner l'autorisation à Hong Kong sans que ce soit sur le territoire continental chinois, ce n'est pas pour rien. Okay? Et pour ceux qui sont sur le Forex, dans le Forex, par exemple, vous n'allez pas avoir la devise chinoise sur le marché principal. La devise chinoise n'est pas sur le marché principal. Ils ont créé le CNY, qui est une devise parallèle à celle de la monnaie principale pour ne pas se faire attaquer sur les marchés internationaux. C'est-à-dire pour que les gens ne puissent pas, comment dirais-je, dévaluer leur monnaie. C'est là où le génie des Chinois ont agi. C'est ce qui fait la différence avec l'USDT. Aujourd'hui, tout le monde ne peut pas attaquer l'USDT, par exemple, là, le dollar américain sur les marchés classiques ouverts, mais tout le monde peut attaquer, par exemple, le turc, ou bien on l'a vu pendant la guerre de Russie où le rouble russe a perdu son ancrage, mais un point pas possible parce que les gens l'attaquaient. Mais Poutine a fait quelque chose d'intéressant, c'est que, étant un grand producteur de matières premières, il a maintenant imposé à tous ceux qui veulent du gaz ou du pétrole russe de payer en rouble, ce qui a fait en sorte que le rouble puisse remonter. Donc, vous comprenez que c'est un mécanisme, si vous ne comprenez pas comment les gaz, ça fonctionne, mais vous allez vous faire manger latéralement. D'accord? Et aujourd'hui, on devient un petit peu nos propres banquiers à notre niveau. Mais il y a beaucoup d'informations à prendre en compte. Donc, déjà, là, quand on parle de ça et que je pose la question, tout le monde comprend, on veut passer à autre chose et que je reviens pour essayer de vous titiller, ben, je vois qu'il n'y a pas de suite derrière. Bien, donc, faites un petit peu ces recherches. Intéressez-vous au yuan. Et donc, la réponse, je n'ai pas entendu. C'est quoi l'anagramme? Non, on va pas donner. On va donner juste une piste pour que chacun cherche. Vas-y. Le 4 mars, j'ai posté ça. J'ai posté l'article sur Discord. Ceux qui sont sur Discord, vous allez avoir la possibilité de lire. Et c'est comme je dis, allez-y, tapez. Ça vous prend seulement 5-10 minutes. Tapez. Je peux essayer. Toujours. Je peux essayer de répondre. Je termine ma phrase et puis D'accord. Est-ce qu'on peut avoir l'autographe? Tu dis? L'autographe du yuan, là. La monnaie yuan. Martial, va sur Discord, la partie Bitcoin, et puis tu cherches un post sur le 4 mars. Tu verras, tout est là-bas avec un lien. Et bon, voilà, une lecture de 5 minutes permet de comprendre rapidement le tout. C'est bon, je suis dessus. OK. Et en plus, pour comprendre comment J'adore le projet parce que ça fait à peu près depuis début mars que j'ai découvert ce projet et je vous dis, hier, au moment où tout le monde chutait, le trou était en train de prendre la valeur. Regardez là où le trou a bougé avant d'être aujourd'hui. La première fois que j'ai parlé de TUSDT, avec le trou était à 8, je crois, à 5 centimes, ou bien c'est à 3 centimes, je ne me rappelle pas. Malheureusement, j'ai traîné, et pap, il est parti. Et aujourd'hui, il a fait 13 centimes avant de revenir. Mettez-le sur votre graphique sur un time frame de 15 minutes en allant sur du 4 heures. Et bon, voilà. Mais si vous partez sur un gros time frame, il se peut que, bon, voilà, on ait une baisse après. Mais bon, analysez le projet, lisez, regardez ce qu'ils ont fait pour savoir comment ils sont stables. Ils ne sont pas surcollatéralisés comme les autres. Parce que, bon, c'est ce que tu as que tu gagnes et que tu donnes. Tu ne garantis pas pour prendre. Tu payes ce que tu as. C'est ça qui t'appartient. Quand tu reviens échanger, tu réchanges encore au même prix. Et ils ont été capables d'adosser leurs jetons sur le yen et sur le dollar. Et c'est un crochet. Ça veut dire, et pour le moment, ils sont avancés. Et je comprends pourquoi ce monsieur CJ passe son temps à frapper seulement que des dollars, des jetons trop actuellement. Comme je dis, la semaine passée, 130 millions.
avec la hausse du prix cette semaine, je ne sais pas combien. Je n'ai pas eu le temps de m'asseoir pour voir, mais je suis sûr que ce sont ces mêmes gars-là qui ont pompé l'argent pour faire monter le prix. Et ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de l'acheter. Quand ils achètent, le trou prend de la valeur, ils arrivent à frapper. Frapper, c'est minter. Bon, pour quelqu'un, d'autres vont dire frapper, ça veut dire quoi? C'est burn et mint. Et voilà, il faut minter ça. Il n'y a pas de problème, j'ai beaucoup parlé. Emma peut parler. Bien, super. J'espère que vous avez compris. Moi, ça me fait plaisir que le but aujourd'hui de la GEM, c'est qu'on vous pousse à créer, à ce que vous compreniez et devenir éventuellement vos propres financiers. C'est ça notre but. Ça n'a encore été rien d'autre. Et je suppose que Seydou, lorsqu'il a rejoint aujourd'hui la GEM, j'apprécie sa manière de fonctionner. Il pourra le dire qu'il en a appris énormément, énormément. C'est que vous êtes chez vous, vous comprenez, vous faites déplacer vos capitaux sur divers protocoles, mais les gars, vous êtes tranquilles. Aujourd'hui, on ne se bat pas tout de suite pour atteindre la liberté financière, mais déjà, atteignez la liberté du temps qui va vous permettre de construire éventuellement pour que demain, vous atteigniez la liberté financière. C'est ça le but. On voit tout ce qui se passe dans les cours, dans les investissements aujourd'hui qui sont en dents de scie, mais on voit tout ce qui se passe. On peut aujourd'hui, avec ce qui se passe, gagner un petit peu. Mais il faut comprendre, les gars, arriver à comprendre. Et je crois qu'aujourd'hui, dans le Discord, peut-être que, je ne sais pas, peut-être que notre Discord est peut-être, il y a trop d'informations. On est en train de travailler pour essayer de simplifier cela, parce que le document qu'il avait envoyé sur le trou, personnellement, je ne m'y étais pas intéressé du tout, mais j'ai commencé à m'y intéresser quand Seydou a balancé ça il y a quelques maintenant 3 ou 4 semaines de cela. Et ça make sense parce qu'il y a une bataille maintenant de stablecoin qui se met en place. Il fallait s'y intéresser. Donc, vous voyez que moi, je ne m'étais pas intéressé, mais c'est un de mes élèves qui m'en a fait état. Et puis, tiens, je me suis dit, pourquoi pas? Donc, le but, c'est ça. Je ne peux pas tout savoir, mais je donne une base et à partir de là, chacun présente. Et lorsqu'il balance, soyez-en sûrs que je regarde tout. Je discute avec celui qui balance pour savoir comment il comprend. Et lorsqu'on a ce genre d'échanges, j'aime toujours entendre les voix dissonantes de ce que moi je pense, parce que ce que je dis n'est pas forcément vrai, même si 30 ou 40% sont vrais. Bon, donc j'espère que ça a été super. Lisez le trou. J'ai adoré, je ne vais pas dire ce qu'il en est, mais j'ai adoré, les choses sont en train de se mettre en place et d'évoluer. Il y a d'autres commentaires avant que je passe à quelque chose éventuellement très rapidement. Non, super, parfait, bien. OK, donc ceci dit, je vais présenter juste un second truc, qui est le stablecoin de LUSD, qui n'est pas le stablecoin de Lina, qui n'est pas exactement façonné de la même manière que le stablecoin classique, qui n'est pas aussi façonné de la même manière que le stablecoin de True. J'espère que tout le monde, bon, je sais pas, on n'aura pas vraiment malheureusement le temps d'expliquer comment le stablecoin de l'USD fonctionne, mais écoutez-moi très bien, c'est le seul stablecoin au monde qui n'a même pas de souci de DPEG. Lui, au contraire, il est plus haut que le dollar. Et beaucoup de gens en profitent. D'accord? Je vais profiter de partager mon écran pour que je vous les présente. Je crois que j'ai... je vais le présenter et c'est stablecoin. On va essayer d'arriver. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas d'ailleurs à le présenter. Pourquoi je n'arrive pas là? OK, super. C'est bon. Excusez-moi, je n'arrive pas à retrouver. Qu'est-ce qui se passe là? OK, parfait. Parfait. On va le présenter tout de suite. OK, j'espère que tout le monde va voir mon écran. Oh, permettez-moi juste de. Confirmez-moi juste que le retour à votre niveau est bon ou pas du tout. Non, c'est bon. C'est bon. OK, super. Bon, OK, là, on a le trou. Hein. Vous voyez que là, le trou, il y a un petit dépeg. C'est tout à fait normal. Hein. Les gens sont en train d'essayer de. Moi, ce que je veux vous faire voir, c'est le LUSD. OK? On tape juste LUSD. Hein, vous allez sur CoinMarketCap. En passant CoinMarketCap aujourd'hui, pour ceux qui ne savent pas, CoinMarketCap appartient à Binance, c'est-à-dire appartient à CZ. Et vous pouvez avoir énormément de données dessus. Et lorsqu'on revient sur le stablecoin LUSD, regardez le rang du LUSD, 4391. Mais regardez le trou, il est à 40. Donc, en termes de capitalisation et de, comment dirais-je, de notoriété, le trou qui vient de naître il y a quelques temps, et le LUSD aussi, le LUSD, néanmoins, il est plus vieux que le trou, mais il n'est pas plus vieux que l'USDT, le USDT ou le DAI, par exemple. Mais néanmoins, vous voyez que le rang est important. OK? Mais regardez le trou aujourd'hui, c'est-à-dire $1 américain coûte 0,99 $86.
Bon, on peut dire $1 américain coûte $1, hein, ratio de 1 sur 1. Mais regardez ce qui se passe avec le LUSD. Lorsqu'on clique dessus, voilà ce que vous avez. $1 américain coûte 1,25 de LUSD. C'est le seul stablecoin qui n'a pas de problème de DPEG depuis maintenant plus de 2 ans. Depuis plus de 2 ans. Et beaucoup d'institutionnels sont en train de gagner de l'argent. Et c'est ce qui fait en sorte que le projet LINA, c'est-à-dire Linear Finance, est très intéressant et très important. Je ne sais pas si vous avez un petit peu suivi le vote qu'on a eu à mettre en place, de faire descendre le ratio de 450 à 400. C'est pour faire en sorte qu'il y ait plus de LUSD sur le marché. Parce qu'eux, ils n'ont pas un système de collatéralisation où il y a un ratio de 1 sur 1. Ils ont uniquement un système de… c'est-à-dire il faudrait que vous achetiez du DINA, que vous les verrouillez pour que vous puissiez avoir… C'est-à-dire pour que vous créiez ou bien que vous minez à peu près 500 fois plus, 400 à 500 fois moins que votre capital de départ. C'est un petit peu complexe à comprendre, mais c'est très intéressant. Très intéressant parce que ce LUSD, à un moment donné, il était allé jusqu'à $1,40. On peut le voir ici. Regardez, il était monté jusqu'à $1,43. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez $1,000, je donne juste un exemple, vous avez $100, 100 USDT, et que lorsqu'on avait un ratio, parce que ce qui est arrivé, on voit très bien qu'à un moment donné, ici, c'est-à-dire en date du 13 juin 2022, c'est peut-être le seul moment où on a eu un ratio de 1 sur 1. Depuis là, c'est fini. Non, pas depuis, ce n'est pas fini, parce qu'on a aussi eu un ratio de 1 sur 1, exactement, en date du 8 novembre. Donc, depuis le 8 novembre 2022, on n'a plus eu un ratio de 1 sur 1 sur cette crypto-monnaie. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez 100 USDT le 22, je donne juste un exemple, et que lorsque l'USDT, c'est-à-dire qu'on va arriver ici, hein, c'est-à-dire on va arriver exactement le 19 janvier, c'est-à-dire novembre, décembre, janvier, c'est-à-dire 2 mois après, ces 100 USDT, quand vous allez les revendre, vous n'allez plus gagner 100 USDT, mais vous allez gagner 100 fois 1,40. Je ne sais pas si vous comprenez un petit peu ce que je suis en train d'expliquer. Et voilà pourquoi les gens sont en train de se faire de l'argent là. Ça veut dire que les $100 en les vendant en LUSD là et en les récupérant. C'est-à-dire, vous prenez $100, comprenez, vous prenez $100, vous achetez un USDT. Donc, ça veut dire que vous avez un rapport de 1 sur 1. Okay? L'USDT monte jusqu'à 1,40. Donc, ça veut dire que vous allez faire 100 multiplié par 1,40. Vous gagnez automatiquement $140. Donc, ça veut dire que si vous allez reprendre ces LUSD pour les revendre, vous faites un bénéfice grosso modo de 35 ou de $37 si on enlève les frais de transaction, si vous passez par PancakeSwap. Ça, je parle avec $100. Mais imaginez si vous faites 1000, 10 000, 15 000, 20 000 ou 1 million comme font les institutionnels. C'est tout simplement incroyable. Voilà pourquoi on a vu ici, lorsque le prix a baissé le 23 février, on est descendu jusqu'à 1,11. Les gens ont acheté et on est monté jusqu'à 1,32. Les gens ont vendu. Voilà le seul stablecoin au monde aujourd'hui qui n'a pas de souci de DPEG, mais qui fait que évoluer. Mais ce stablecoin ne peut pas absorber la demande parce que pour que ce stablecoin soit minté, soit créé ou bien que soit frappé, comme a dit Seydou, il faut acheter du Lina. D'accord? Et pour l'instant, le Lina, il n'est pas encore arrivé à sa phase opérationnelle. Lina a vu le jour il n'y a que 2 ans. Okay? On est sur Moonbeam, Moonriver. Et vous allez maintenant comprendre pourquoi les fondateurs ou les créateurs du Lina ont décidé, avant de faire du marketing, de préparer le terrain et d'être dans tous les réseaux, dans tous les réseaux, que ce soit Moonbeam. Aujourd'hui, ils sont sur Ethereum, ils sont sur Binance, ils sont sur Moonbeam, ils sont sur Moonriver, ils sont sur Polkadot. Ils essaient de viser d'autres réseaux. Et on voit aujourd'hui, pour ceux qui ont commencé à l'époque, on était sur 500 en termes de ratio, on est passé sur 450 en termes de ratio, et dans 1 mois et demi, on va passer sur 400 en termes de ratio. Tout ça pour faciliter éventuellement qu'on ait plus de LUSD sur les marchés. Donc, c'est juste pour vous dire, juste une petite vision. Projetez-vous un petit peu plus loin. Aujourd'hui, les stablecoins connaissent un problème terrible. Les gens ne savent pas comment s'adosser. Mais les gens regardent ça en ligne de mire. Mais si Linear, pour l'instant, il n'a pas encore réussi son coup, mais si Linear, la manière dont on voit, il réussit son coup
en étant backé sur plusieurs réseaux, hein, sur plusieurs protocoles. On voit très bien que son LUSD attire du monde. Et vous allez maintenant comprendre pourquoi, en termes de tokens, il est à 10 milliards. Au début, je me posais la question, mais pourquoi il a choisi 10 milliards? Pourquoi il ne veut pas brûler? Parce qu'ils n'ont jamais dit qu'ils vont brûler les 10 milliards. J'ai finalement pas compris. Parce que c'est qu'une certaine quantité de ces LINA doivent servir à backer ou à créer du LUSD. Donc, ils ont intérêt à avoir plus de LINA en circulation que moins de LINA. J'espère que vous comprenez. Ça va être lent, mais c'est un projet plutôt, si c'est bien ficelé, une fois que tout sera fini, ça, c'est un projet que dans 10, 15, 20 ans, il peut facilement dépasser, excusez-moi, il peut facilement dépasser les 2, les 3, le 4 ou les 5 dollars. OK? Est-ce que c'est clair? Il y a des commentaires éventuellement par rapport à ce que je viens d'expliquer ou c'est plutôt clair pour tout le monde? Sou, tu as quelque chose à rajouter dessus? D'autres questions? Non, je vois quelque chose. Juste que bon, tu as tout dit. Ça veut dire que pour créer du LUSD, il faut build, il faut frapper, il faut mint à peu près le lien. Donc, ça fait que c'est intéressant. Et il y a deux cas. Plus le marché crash, plus le LUSD a tendance à prendre de la valeur parce que beaucoup de gens achètent du Lina pour minter ou pour staker, pour créer encore du LUSD sur le marché. Plus il y a de LUSD sur le marché, plus ils seront sur beaucoup d'exchanges, plus ce stablecoin peut être listé là-bas. Et bon, voilà, plus de visibilité, plus de tokens en circulation. Bon, voilà, c'est intéressant pour eux. Donc. Non, mais c'est d'autant plus intéressant que c'est que le dernier AMA qu'on a participé avec le créateur, le fondateur, on leur a posé des questions pour savoir mais pourquoi ils ne listent pas le LUSD sur des plateformes centralisées que décentralisées. Ils ont dit non, ils préfèrent laisser le LUSD sur les plateformes décentralisées. Je n'ai pas compris par la suite, mais après, maintenant, je comprends leur logique et c'est intéressant. Moi, j'adore ce projet parce qu'ils n'ont pas encore commencé la phase marketing. Parce que leur produit, même si ça fait 2 ans, leur produit n'est pas encore prêt. Leur produit n'est pas encore prêt. Mais on voit ce qu'il en est aujourd'hui. Il a fait 83 ou 90% il y a quelque temps, mais imaginez quand ce produit sera prêt. Et avec tout ce que nous sommes en train de voir, et nous qui en accumulons maintenant depuis un certain temps, ben on va pouvoir éventuellement en profiter. Bien. Donc, ça, c'était juste une petite parenthèse. Là, maintenant, on va aller, j'espère qu'il n'y a plus de questions. On va juste maintenant, Sou, je te donne la parole. Comme ça, est-ce qu'il n'y a plus de questions sur la partie stablecoin, éventuellement avec tout ce qui se passe? C'est clair pour tout le monde? Les gars, n'hésitez pas, même si c'est 2 ou 3 questions, on peut les prendre rapidement, très rapidement. Non, je pense que c'est assez clair. Hein. Moi, j'aimerais juste avoir un éclaircissement, par exemple, pour le True Young, qu'on vient de parler là. Oui. J'ai vu le contrat, mais le contrat, c'est sur TRC20. Oui. En gros, je voulais le mettre sur mon MetaMask, mais en fait, je ne sais pas sur quel réseau le mettre. Enfin, je ne sais pas comment dire. J'ai l'adresse, mais je ne sais pas où va sur mon... Pardon? Tu as lu l'article? Non, je n'ai pas lu l'article, j'ai juste copié. La réponse est donnée dans l'article? Non, regarde. Non, Manu, il parle du truc qui est lié avec le yen. Il prend l'adresse, il veut mettre. Il dit l'adresse est sur TRC20. Mais c'est ça, je dis. Tu as lu l'article parce que si tu as lu l'article, même si tu regardes le titre de l'article, ça te donne déjà une idée de ta question. Ok, je vais regarder de plus près. Je te donne un truc. Le True Yen est conçu sur le réseau TRC20. Oh, ok, oui, c'est bon. Parce que, pourquoi? Le réseau TRC, parce que c'est juste un sang qui est devant. Et elle a été listée sur une plateforme où il est le CEO, pas sur les autres. Donc, ça s'explique. Le réseau TRC20
Maintenant, si tu me parles de MetaMask, je ne te comprends pas en ce moment. Je te parle de MetaMask. Non, non, parce que je ne sais pas, ta question, c'était quoi? En fait, Il voulait l'adresse, le contrat du jeton, en Oui. fait. C'est du Sur TRC20. CoinMarketCap, il y est, mais je voulais le copier puisque c'est écrit Oui. sur Tron 20. Mais si Oui. je le copie, je savais pas où le coller, mais tu m'as dit que c'est sur le réseau TRC20. TRC. Non, non, enfin, C'est sur le réseau TRC20 qu'elle a été conçue. Si tu veux le mettre sur le MetaMask, il faut créer le réseau TRC20 pour pouvoir l'avoir, sinon ça ne fonctionne pas. OK. On est d'accord? Oui, c'est ça, c'est que je ne l'ai pas, moi, mon réseau. Donc, je vais le rajouter, le réseau, sur mon MetaMask. C'est bon. Merci. Bien, super, merci. OK, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Là, maintenant, je vais passer la parole éventuellement à Sylvain, nous expliquer très rapidement le futur et éventuellement on va essayer de voir si on pourra faire éventuellement un exemple un petit peu concret, parce que je crois qu'il y a encore beaucoup de gens qui ont du mal sur cet aspect futur. Donc, Sou, est-ce que tu es prêt pour que je te donne la main? Oui, tu voulais qu'on fasse ça sur BitGet. Exactement, sur BitGet. Ça va être un exemple parce que je n'ai pas de sous sur BitGet parce que j'ai déplacé. Tu n'as pas 7 euros ou 5 euros ou 10 euros, non? Rien sur truc. Tout est bloqué sur Bybit. OK, bah, c'est pas grave. Je vais essayer de voir si j'ai sur Oui, tu peux me balancer au moment où on cause là. Après, je finis, je te le balance ça. Balance $10. Je t'envoie le lien et le temps que j'explique la partie théorique. Une fois que c'est là, je fais les exemples et puis je te renvoie ça. Parfait, OK, super, on fait ça. Donc, envoie-moi ton USDT BEP20 TRC20. Vous voyez la magie de ces trucs. Le mec, il est en Allemagne. Moi, je suis ici. En quelques secondes, il va avoir ses USDT sur son compte sans frais, avec 0,4 frais. Non, les crypto-monnaies, laissez tomber. Si vous n'avez pas encore compris que c'est l'avenir, les gars, mais vous passez à côté de quelque chose de génial. BEP20. Ouais, BEP20, s'il te plaît, BEP20. OK, donc pendant que je donne la main, je t'envoie les $10, comme ça te permettra éventuellement de faire l'exemple sur ça. Et j'espère que ça serait peut-être une dernière vidéo que les gens doivent voir 1000 fois. Donc, Sou, tu as la main et j'attends ton adresse BEP.